Bon, bah, je vous propose de commencer à 35, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants. Bonjour à tous. Alors, je suis Laurent Manac, je suis le directeur du pôle de compétitivité MC2. Je suis également directeur adjoint de l'IRT Jules Verne. Ce sont deux entités basées à Nantes qui sont spécialisées dans le montage de projets d'innovation collaborative et notamment à destination de l'industrie manufacturière. Alors, merci à tous d'être présents derrière vos écrans. Je suis particulièrement ravi d'ouvrir ce 16e Web Café, qui est finalement le second que nous organisons avec NAPF, que je tiens à remercier pour le partenariat que nous avons mis en place pendant le confinement, puisque le premier Web Café que nous avons organisé avec NAPF s'est déroulé le 7 avril, donc vraiment au plus fort du confinement. Et à l'époque, nous avions choisi de parler des mesures d'urgence. Il nous avait semblé intéressant, au regard de ces mesures d'urgence, d'aujourd'hui, donc post-confinement, prendre le temps de parler de mesures qui seront peut-être plutôt court, moyen terme, mais qui seront des mesures de stratégie pour permettre aux entreprises d'aborder le fameux monde d'après. Donc dans ce monde d'après, il faudra résister et innover. Hein, donc c'est bien le titre de notre web café. Il faudra organiser sa stratégie financière pour pouvoir poursuivre. Donc non seulement résister, bien sûr, mais également réfléchir aux innovations. Innovation pour pouvoir préparer l'avenir, mais également parce que l'innovation est un moyen de financement pour conserver des compétences et pour en acquérir de nouvelles. Voilà, donc merci à tous, merci à NAPF et je passe la parole à Eric. Bonsoir à tous, Éric Dutheilleul. Alors professionnellement, je dirige la banque privée de Lazare dans la région, mais je suis ici pour mes fonctions au sein d'NAPF, où je suis administrateur et membre du bureau, et également administrateur du pôle EMC2, au sein duquel je représente la place financière. Nous sommes très heureux de notre côté aussi, comme l'a dit Laurent, de poursuivre ce chemin ensemble. Après la situation très critique qui avait nécessité une réaction rapide de la part des entrepreneurs et de la place financière. Il nous paraissait en effet très important de venir sur une deuxième séquence que nous aborderons ce soir. Le financement de l'entreprise au moment où la reprise de l'activité se fait, c'est un peu comme une chaîne qui se tend très brutalement et c'est important de la surveiller de près. Ce sera le thème de notre web café commun. Et il y aura, selon toute probabilité, une troisième séquence que nous jugeons utile et probablement nécessaire pour chacun dans les mois qui viennent, puisque après l'urgence et la reprise de l'activité, il faudra aussi trouver les moyens de renforcer les fonds propres. Laurent a évoqué l'innovation. Il faut des moyens pour innover et au-delà de la dette bancaire ou des financements classiques, la recherche de fonds propres et la consolidation des fonds propres seront des moyens d'innover, d'investir, d'oser et aussi de maintenir son indépendance. Donc nous partageons tous ce soir le souci que le territoire et ses entreprises réagissent positivement aussi bien que possible dans ce choc historique que nous venons de traverser avec le confinement, qui va poser d'autres questions pour le redémarrage. Et je remercie donc aux trois experts qui accompagnent ce soir nos réflexions. De partager avec nous tous leurs expertises et leur expérience. Philippe Audureau, je te passe la parole, président d'NAPF, et merci à tous. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je retourne à Laurent les remerciements pour cette organisation commune avec MC2 de ce web café. Un mot peut-être sur NAPF pour ceux qui nous connaissent peut-être un peu moins bien. Notre mission depuis 30 ans maintenant, c'est de faciliter les liens entre le monde de la finance, du conseil et celui des entreprises. Et dans cette période invraisemblable que l'on traverse et que l'on va continuer à traverser, je pense que cette mission est d'autant plus d'actualité que jamais. Et dans ce cadre, on a souhaité avec ces deux partager un certain nombre de réflexions, d'outils, de solutions pour passer cette période.
Alors c'est vrai, comme le disait Eric, la crise, une partie du confinement est passée, mais on a des enjeux devant nous qui sont considérables. Beaucoup d'entreprises ont perdu du chiffre d'affaires, donc perdront du résultat. En même temps, elles ont bénéficié d'aides dont on va parler dans un instant et qui alourdissent leur endettement. Et pourtant, il faut voilà, s'organiser, se réinventer, continuer à innover. On sait qu'un dirigeant a souvent beaucoup de contradictions à affronter en même temps, et je crois que c'est encore plus vrai que jamais. Alors, pour nous éclairer sur le sujet, trois intervenants. Alain Debar, qui est associé de KPMG, donc un cabinet d'audit et de conseil, et d'expertise comptable. Mathieu Defresne, qui est directeur régional de la BPI, qui était déjà intervenu lors de notre premier webcafé commun. Et Bertrand Perrette, pardon, qui est associé d'Ait Advisory, qui est le responsable du bureau de Nantes et qui est un spécialiste des organisations, des aspects de gestion de crise. Voilà, on va avoir donc 3 temps, peut-être commencer par rappeler un peu les outils qui existent et que peut-être certains d'entre vous avaient bénéficié. Et puis on abordera ensuite cette problématique de financement à la fois de la reconstruction et de l'innovation. Mathieu, je te passe la parole. Merci beaucoup Philippe, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à NAPF et EMC2 d'organiser ce nouvel événement, ce nouveau webcafé. Alors le décor a été bien planté en introduction. On est dans une phase assez particulière où on s'apprête à tourner la page de la crise sanitaire avec évidemment des entreprises qui portent beaucoup de stigmates de ce confinement et de cette crise. Et pour autant, on est en parallèle en train de regarder vers l'avenir, vers le monde de demain tel qu'il a été explicité, avec des projets, des investissements liés à la relance ou au rebond. Donc on est un peu à la croisée des chemins avec des outils de financement vraiment d'urgence liés à la crise qu'on avait abordé lors du précédent webcafé, sur lesquels je vais revenir très brièvement. Et en parallèle, d'autres outils plus tournés vers l'avenir, à court, moyen, long terme, notamment sur la capacité d'accompagner les dirigeants et les entreprises dans leur projet d'innovation. On considère que c'est le moment de se mettre en ordre de marche et de pouvoir proposer une offre, que ce soit un produit ou un procédé innovant, quand vraiment le redémarrage sera effectif dans les mois qui viennent. Alors, le premier point que je voudrais évoquer avant de parler des dispositifs, c'est pour moi, et je pense que ce sera un peu le fil rouge de nos interventions ce soir, c'est le besoin crucial et la nécessité indispensable pour les dirigeants ou les directeurs financiers de ne pas hésiter à être accompagnés, conseillés par leurs partenaires habituels. On en a autour de la table, hein, je pense à EMC2, je pense aux experts comptables, je pense aux conseils et aux cabinets qui sont là. Il y a vraiment une nécessité dans le dialogue avec les partenaires financiers d'être en mesure de faire un peu l'état des lieux de la situation et de définir le besoin court, moyen, long terme dans les perspectives de reprise et de redémarrage. C'est vraiment un besoin crucial. On a beaucoup de sollicitations de dirigeants qui nous appellent avant même d'avoir bien su définir quels étaient leurs besoins. Et c'est pas mal de temps perdu à les réorienter avant de revenir vers leur financeur, quel qu'il soit. Alors, vous avez sous les yeux les trois grandes catégories de dispositifs d'accompagnement à destination des entreprises. La première catégorie, ce sont les mesures de soutien du gouvernement. Alors, je passe assez vite parce qu'on en avait parlé pendant la période de confinement, mais c'est quand même des sujets extrêmement importants pour préserver la trésorerie de l'entreprise. On sait bien que c'est toujours le sujet majeur. Je pense aux délais de paiement par rapport aux échéances sociales et fiscales. Je pense à l'absence de pénalité de retard sur les marchés publics. Je pense à des outils plus précis d'accompagnement comme la médiation du crédit
porté par la Banque de France, qui a un taux de succès de l'ordre de 75%, ce qui est vraiment positif. Je pense à la médiation, au médiateur des entreprises qui vient régler des conflits dans les relations clients-fournisseurs. Enfin voilà, tous ces sujets-là, ils existaient depuis le mois de mars, ils sont toujours d'actualité. Je considère qu'ils font partie intégrante de la panoplie des dispositifs toujours actifs en ce moment. La deuxième catégorie, c'est le dispositif qui est porté par toutes les banques, qui est le PGE, le prêt garanti par l'État. Donc pour rappel, hein, l'État a mis entre guillemets sur la table 300 milliards d'euros de garanties liées à ces prêts garantis par l'État, qui s'adressent à toutes les tailles d'entreprises, y compris les entreprises dites en difficulté selon les réglementations. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. S'il y a des questions dans un second temps, j'y reviendrai, mais c'est quand même un sujet qu'on a déjà évoqué. Simplement vous dire qu'il s'agit d'un prêt de trésorerie qui va de 1 à 6 ans, dont le plafond représente 25% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise et qui est proposé par toutes les banques à due proportion de leur part de flux et de leur quote-part dans les entreprises. Donc ce dispositif, il est majeur, c'est un peu le plus massif et le plus important pour faire face à la problématique de trésorerie. Et il est ouvert, entre guillemets, jusqu'au 31 décembre 2020. Donc c'est quelque chose qui peut être activé au deuxième semestre et qui peut être réactivé si d'aventure une entreprise a déjà bénéficié d'un PGE, mais pas jusqu'au plafond, et considère, à l'aune du redémarrage qui pourra avoir lieu à la rentrée, qu'elle nécessite un second volet de coup de pouce vis-à-vis de sa trésorerie. Je ne rentre pas plus dans le détail du PGE. On a dépassé au niveau national les 100 milliards d'euros. Et les pays de la Loire en général sont au poids économique de la région, avec un démarrage qui a été un petit peu plus lent que d'autres régions, mais le retard, si je puis dire, c'est plutôt bien rattrapé. Troisième catégorie de dispositifs, ce sont ceux qui sont portés par BPI France en tant que banque publique d'investissement, aux côtés des partenaires bancaires habituels et des partenaires financiers au sens large, qu'il s'agisse des investisseurs ou des financeurs publics. Je pense en premier lieu à la région. Avec, si on peut passer au slide suivant, merci. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais là aussi des outils spécifiques pour le soutien de la trésorerie dans la période de crise. Donc le PGE, j'en ai parlé. Sa déclinaison PGE Innovation que seul BPI France propose, qui vient accompagner des entreprises dites innovantes, donc qui ont bénéficié soit de financement pour l'innovation, soit de dispositifs type JEI ou Crédit Impôt Recherche, et qui n'ont pas forcément l'habitude, je pense notamment aux startups, de travailler avec des partenaires bancaires. Donc on a un outil PGE dédié là-dessus. Toujours sur la thématique d'urgence liée à l'innovation, on a mis en place assez rapidement un dispositif de fonds propres ou de quasi-fonds propres qui venait pallier l'arrêt un peu brutal des levées de fonds qui étaient en cours. Donc, on a capacité à intervenir en obligations convertibles pour faire le bridge, c'est le terme, dans l'attente d'une levée de fonds qui était prévue et qui nécessitait un petit peu plus de visibilité par rapport à l'existant. Je ne rentre pas dans le détail des différents prêts. Alors, vous avez entendu parler sans doute des plans de relance aéronautiques, des plans de relance automobiles. Les outils sont en train de se construire, de se mettre en place avec des offres dédiées. Un point néanmoins important que je voudrais évoquer, c'est le prêt rebond, qui est une caractéristique spécifique de la région Pays de la Loire. D'autres régions l'ont fait, mais la région Pays de la Loire l'a fait très vite et l'a redoté tout récemment. Il s'agit d'un prêt sans garantie sur 7 ans, 2 ans de différé et à taux zéro, qui est plafonné à 75 000 € et au niveau de fonds propres de l'entreprise, et dont l'objet est vraiment de donner le coup de pouce à taux zéro, je le rappelle,
pour les entreprises qui ont pris de plein fouet l'arrêt de leur activité. Un mot sur l'international, avec des garanties d'État qui ont été renforcées pour les cautions et les préfinancements de contrats export. Là non plus, je ne rentre pas plus dans les détails parce que c'est assez spécifique. Nos assurances prospection sont prolongées d'1 an et on réassure les financements court terme. Bon, voilà, c'est des sujets peut-être un peu plus abstraits, mais qui sont quand même dans la mécanique bancaire, si je puis dire, assez cruciaux pour pouvoir faire face. Et je sais qu'on reparlera juste après d'assurance crédit. Pour ce qui concerne la relance et l'avenir, si je puis dire, alors Bpifrance comme les banques continuent à proposer leur financement habituel, si je puis dire, en termes d'investissement, de CAPEX et de relance. On parlait d'innovation tout à l'heure. Nos outils d'aide à l'innovation sont plus que jamais d'actualité, qu'il s'agisse d'aide sous forme un peu de subventions, beaucoup d'avances remboursables pour des projets très risqués ou des projets de création d'entreprises innovantes, et de façon un peu plus massive de prêts destinés à financer le lancement industriel et commercial d'innovation ou d'amorçage de levée de fonds. Ça fait le lien assez facilement avec la thématique des fonds propres et du haut de bilan, dont on reparlera probablement en fin d'exposé, qui considère un relais dans les outils de financement pour venir compléter un peu cette palette et permettre aux entreprises de muscler leur haut de bilan et leur capital et permettre d'investir, d'aller trouver de nouveaux financements, voire de consolider et de répondre à des opportunités de croissance externe. Mais on y reviendra juste après. Voilà de façon très synthétique l'introduction sur les outils financiers. Oui, effectivement, peut-être pour donner un peu un retour terrain également sur ces dispositifs qui ont été quand même assez largement mis en place, notamment enfin, le PGE, l'activité partielle, ont été quand même accessibles à bon nombre d'entreprises. Quand on tire le constat après ces 3 premiers mois de crise Covid, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a quand même assez peu de sinistralité auprès des entreprises de la région sur le Grand Ouest, dans la mesure où on a eu cet afflux assez massif de liquidités et de dispositifs. Et quand on regarde globalement, que ce soit d'ailleurs au niveau régional ou au niveau national, les principales défaillances qui sont survenues au cours des dernières semaines concernaient quasi exclusivement des dossiers qui étaient d'ores et déjà fragilisés avant cette période de crise Covid, et tout ça ayant pour cause notamment le refus d'octroi de PGE compte tenu de situations déjà de sous-performance ou de surendettement. Du coup, on se retrouve aujourd'hui un peu dans entre deux eaux, entre la période de confinement la plus dure, durant laquelle les dirigeants des PME et ETI de la région sont quand même mobilisés pour assurer le maintien de leurs activités ou la reprise des activités le plus rapidement possible, avec toutes les mesures de protection de leurs salariés. Et puis, un bon nombre ont fait aussi preuve d'imagination pour diversifier, adapter leurs activités dans le contexte qu'on connaît tous. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve quand même dans cette situation un peu de transition, avec un environnement qui se détend en France, mais qui reste quand même extrêmement précaire au niveau international, donc qui mérite quand même d'avoir un maximum de précautions et de vigilance sur l'évolution de cette crise et des éventuels risques de seconde vague sur le S2. Dans l'état actuel, et si on a une stabilisation, on a toutefois quand même une anticipation à avoir sur l'arrêt progressif des différents dispositifs. Ça a déjà commencé avec la prise en charge de l'activité partielle, et donc on attend avec impatience les évolutions sur les semaines et sur les mois à venir. Mais aujourd'hui, c'était quand même un excellent amortisseur de la sous-activité liée à la crise Covid. On a dans cet environnement de reprise
une vigueur de la reprise qui est quand même assez hétérogène, puisqu'on a certains secteurs qui sont touchés pour des cycles longs, notamment le secteur de l'aéronautique de manière générale, le secteur du tourisme, donc qui est quand même un point important parce que c'est au-delà des 3 à 6 mois, c'est un cycle plutôt de 3, 4, 5 ans avant de retrouver quelque chose qui soit un peu plus en ligne avec ce que les entreprises pouvaient sortir comme activité par le passé. On a des mutations quand même assez accélérées quand on regarde le secteur de l'automobile qui bouge énormément, le secteur du retail qui s'est transformé notamment sur la part des activités web qui se sont vraiment matérialisées là, pendant cette période de crise et qui perdurent au-delà de la crise. Et puis, on a un environnement de mutation assez profonde autour de la relocalisation, de la distribution, on en parlait à l'instant, entre le retail, le magasin, le web, qui modifie les habitudes de consommation. Et puis, accessoirement, un point qui concerne beaucoup d'entreprises, c'est l'intégration à marche forcée du télétravail dans les organisations, donc qui vient apporter une combinaison complémentaire dans la façon de travailler. Et un sentiment un peu général qui remonte des dirigeants d'entreprise du territoire, c'est quand même une visibilité extrêmement limitée. Autant les scénarios noirs qu'on avait pu imaginer, notamment dans le calibrage des demandes de PGE, les entreprises ont continué à travailler un peu plus que ce qu'on avait pu imaginer. En revanche, sur la visibilité sur les semaines et sur les mois à venir reste extrêmement limitée, voire quasi nulle dans un certain nombre d'entreprises. Et là, c'est un vrai sujet qui nécessite de travailler sur les enjeux du pilotage cash. Je vais laisser Alain prendre la suite. Merci Bertrand, donc Alain Debar, associé expert comptable chez KPMG. Effectivement, si on regarde les points que Mathieu et Bertrand viennent d'évoquer sous l'angle du cash, on peut retenir que finalement, les défaillances aujourd'hui sont finalement assez limitées, plutôt concernent des entreprises qui étaient plutôt fragilisées déjà avant même la crise sanitaire, et ce qui signifie que les vraies difficultés en fait en termes de trésorerie sont plutôt à venir, compte tenu du fait qu'un bon nombre d'entreprises ont permis de franchir cette période grâce aux différents dispositifs qui vous ont été présentés sans trop de difficultés. Alors, dans le contexte de reprise d'activité post-confinement dans lequel on se situe, finalement, les constats au plan financier sont lesquels? Dans la plupart des activités, on constate, alors même si je ne reviens pas sur ce qu'a dit tout à l'heure Bertrand, c'est vrai que les situations sont très variables selon les secteurs, mais on constate plutôt une reprise d'activité de maintenant qui va durer probablement jusqu'à octobre, assez significative et qui est même dans un certain nombre de cas supérieur à ce qui était anticipé. Hein, donc un redémarrage d'activité qui est réel, ce qui entraîne mécaniquement une remontée des besoins en fonds de roulement liés au cycle d'exploitation, avec un risque d'effet ciseau entre d'une part effectivement le besoin de décaissement lié à la nécessité de réapprovisionnement, reconstituer les stocks ou relancer l'appareil de production, et puis à l'inverse des difficultés de recouvrement des créances clients qui vont continuer à perdurer probablement encore de nombreuses semaines, puisque ça n'a pas été évoqué précédemment, mais même si la situation des entreprises reste plutôt bonne, on constate quand même un allongement des délais de paiement qui est très net depuis plusieurs semaines. Donc voilà, cet effet ciseau, c'est effectivement une augmentation du besoin en fonds de roulement que les entreprises vont devoir assumer à l'occasion de cette reprise d'activité. Qui plus est pour ceux qui sont concernés par ce sujet, avec un risque aussi de détérioration des encours accordés par les assurances crédit, compte tenu effectivement du contexte actuel et de la fragilisation d'un certain nombre d'entreprises. Dans ce contexte, il est nécessairement important d'essayer de se projeter, malgré la difficulté qui a été également évoquée par Bertrand, qui est
un certain manque de visibilité. Et en contrepartie de ce manque de visibilité, on encourage les entreprises, avec l'aide de leurs conseils, eh bien, de travailler sur les prévisions de trésorerie selon différents scénarios pour essayer d'anticiper au mieux les incidences possibles et les plus probables de cette reprise d'activité. Et bien, naturellement, pour compenser le manque d'activité dans certains cas, l'objectif, c'est de tester différents scénarios en essayant de glaner, bien sûr, de construire sur la base du carnet de commandes lorsqu'on a la chance de bénéficier d'un peu de visibilité, mais aussi de ne pas hésiter à glaner des informations auprès des donneurs d'ordre pour justement limiter cette incertitude et essayer d'anticiper au mieux comment l'activité peut redémarrer. Un autre élément qui va probablement impacter la trésorerie au-delà même de cette augmentation du besoin en fonds de roulement lié à la reprise, eh bien, c'est tout simplement, et ça c'est vraiment un point qui est important, les conséquences des reports d'échéances qui ont pu être effectués grâce aux différents dispositifs qui ont été mis en place, que ce soit les échéances fiscales, les échéances sociales, éventuellement les règlements fournisseurs, le paiement de certains loyers, les échéances d'emprunt. Évidemment, tous ces éléments doivent être anticipés pour prendre en considération le fait qu'ils vont naturellement devoir être décaissés au cours des mois à venir. Donc, l'objectif, c'est naturellement, au travers de cette démarche, d'identifier le point bas de trésorerie qui va devoir être financé au travers de différents leviers, et ce qui implique nécessairement une certaine agilité au cours de cette période, puisque, vous l'avez bien compris, la démarche que j'évoque de l'établissement des prévisions de trésorerie à horizon 6, 12, voire 18 mois, et va mériter d'être réactualisée en fonction des informations nouvelles qui arrivent et des précisions, on l'espère, concernant la reprise d'activité. L'idée, ce sera bien sûr d'ajuster les moyens et les leviers de trésorerie dont Bertrand va nous parler maintenant vont permettre effectivement d'ajuster la situation en fonction des besoins de l'entreprise. Oui, effectivement, merci Alain. Sur effectivement le sujet des prévisions de cash, naturellement, c'est un élément déterminant, clé dans la construction de la stratégie. C'est vrai que le sujet du cash est devenu un sujet central. Alors souvent, quand dans l'environnement de PME, on a souvent un mode de pilotage plutôt sur le résultat. Là, on a eu une implémentation de la culture cash à marche forcée au cours des dernières semaines. Et le fait d'avoir cette vision à 6, 12, 18 mois, ça permet effectivement de construire une stratégie et surtout de bien identifier les besoins qui pourraient se présenter avec les nouveaux passifs, les différents dispositifs qui ont été activés et qui devront être régularisés à un moment donné. Donc, on va dire dans l'expression des besoins immédiats des 3 derniers mois, donc il y a eu tous les dispositifs qui ont été mis en place. Aujourd'hui, on a naturellement, maintenant que les équipes sont quand même majoritairement revenues, une nécessité d'activer les différents leviers internes à l'entreprise et les règles, on va dire, de rétablir les bonnes règles de gestion, notamment sur le BFR, puisque quand on se retrouve avec une activité qui diminue de 90, 80-90, voire 100%, naturellement, tout ça, ça a un impact sur la désorganisation industrielle et sur la gestion des stocks. Donc, il faut recalibrer avec les nouveaux paramètres d'activité. Il y a un sujet qui est relativement basique, mais qui est un vrai constat aujourd'hui. C'est le dérapage sur le recouvrement des créances, puisque dans les dispositifs non officiels, il y avait quand même l'arrêt des règlements d'échéance fournisseurs, et on en voit largement les conséquences aujourd'hui quand on regarde l'allongement des délais fournisseurs, comme le soulignait Alain à l'instant. Donc tout ça, c'est, on va dire, des leviers de bonne gestion interne de l'entreprise qui doivent être réactivés le plus rapidement possible pour avoir un fonctionnement qui soit le plus normal en termes de gestion de BFR.
Sur les solutions externes, bon, naturellement, on a toujours adossé aux actifs les opérations à la fois de leaseback qui pouvaient déjà être envisagées par le passé, et puis l'affacturage. Donc l'affacturage, c'est quand même un point assez important puisqu'il a précipité certaines entreprises en impasse de trésorerie de par l'arrêt de facturation des activités de la facturation, donc avec des quotités de financement qui sont effondrées en l'espace de quelques semaines. Donc aujourd'hui, naturellement, c'est de retrouver ces quotités de financement dans cette période de reprise. Et un point qui est important, c'est le rôle des assureurs crédits dans ces dispositifs, à la fois auprès des entreprises pour être capable de réaliser du new business avec des clients et d'avoir des assureurs crédits qui continuent d'accompagner ces entreprises. Et puis, la conséquence induite, c'est la couverture des assureurs crédits pour le bon fonctionnement des financements d'exploitation type affacturage, puisque si on avait un vrai décrochage des assureurs crédits, on pourrait avoir des quotités de financement bien inférieures. Et là, on a les différents dispositifs qui avaient fait leur preuve en 2008-2009, Cap qui se remettent en place et qui devraient permettre de sécuriser les assureurs crédits sur ces différents points-là. Donc, on a les outils avec effet immédiat, aussi bien interne, aussi bien externe. Pour refaire le lien avec le sujet de la prévision de cash de tout à l'heure, c'est d'identifier le plus rapidement possible les besoins de cash à la fois sur 2020 et également sur 2021, puisque les dispositifs qu'on a aujourd'hui pour financer les conséquences du Covid-19, on les a aujourd'hui, on les aura peut-être pas en fin 2020, on les aura très certainement pas en 2021. Donc les besoins, il faut les identifier dès à présent pour être capable d'aller solliciter les différents leviers. Aujourd'hui, on a toujours le PGE où on a eu 300 milliards d'euros de mis sur la table et je crois qu'au dernier compteur, on était un peu plus de 100 milliards d'euros d'utilisation sur ce dispositif. Donc, il y a encore des marges d'utilisation auprès de ce dispositif gouvernemental. En revanche, naturellement, les banques étant à l'étude des dossiers, plus on va avancer dans le temps et plus les entreprises montreront des signes de faiblesse, plus ça devient compliqué d'obtenir ces financements. Donc, je dirais que c'est quand même un dispositif pour lequel il faut identifier le besoin rapidement et solliciter ses partenaires bancaires le plus rapidement possible pour bien couvrir les enjeux sur 2020 et sur 2021. Donc là, on est dans la réaction court terme. Et puis viendra ensuite la stratégie ou la construction de la stratégie à moyen terme et à plus long terme, notamment sur les arbitrages de remboursement de la dette, puisque aujourd'hui on a des dispositifs qui sont efficaces dans la gestion de trésorerie immédiate, mais pour lesquels les entreprises vont devoir régulariser ces passifs ou amortir notamment le PGE. Et là, on aura des arbitrages dans les choix d'amortissement, notamment du PGE, sur l'amortissement de la hold money, de l'endettement historique de l'entreprise, de l'amortissement du PGE et du financement des nouveaux investissements qui feront partie des vrais sujets pour 2021 et au-delà, et sur lequel les entreprises vont devoir arbitrer entre maintenant et mi-2021, quand elles vont devoir donner leurs orientations en termes d'amortissement du PGE. Donc ça va être, je pense, un sujet qui va être crucial dans le succès, en tout cas dans la transformation du succès des dispositifs qui ont été mis en place ces derniers mois. Et ensuite, on va avoir, on va dire dans la stratégie un peu plus long terme, le sujet du renforcement de la structure financière des entreprises. Le renforcement des fonds propres était déjà un vrai sujet pour bon nombre de PME de la région ou même groupes de la région qui pouvaient également avoir des sujets de transmission dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Donc tout ça bouge. On a des paramètres nouveaux et le fait d'avoir cette vision cash à court moyen terme permet de commencer à réfléchir à la stratégie de demain et aux évolutions de gouvernance qui peuvent être envisagées
pour construire l'avenir au-delà de ces 12-18 mois qui arrivent. Peut-être, Philippe, un mot sur la gouvernance. Oui, peut-être. Alors, d'une part, vous avez un chat qui apparaît sur le bas de votre écran. Vous pouvez activer et vous pouvez poser des questions écrites. Et on va essayer de nous efforcer d'y répondre. Moi, j'avoue que en tant qu'ancien dirigeant, j'aurais une question peut-être pour Bertrand et Alain. Je dirige une entreprise. La crise m'a quand même sérieusement, comment dirais-je, handicapé en termes de chiffre d'affaires. Il faut que je réfléchisse à la façon dont je dois reconstruire. Et puis en même temps, je voudrais innover, quoi. Comment je fais les deux? Comment je fais les deux? Est-ce que c'est uniquement des soucis? Est-ce que c'est uniquement une question de financement? Bon. Peut-être pour introduire un peu le sujet, effectivement, un des freins à l'innovation est naturellement fréquemment évoqué est celui de l'innovation. En même temps, comme Mathieu l'a présenté en introduction, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui permettent d'accompagner ces démarches de financement par le biais de différents partenaires. Et puis, à partir du moment où les projets d'innovation sont pertinents, il faut bien avoir à l'esprit que c'est aussi un moyen de rebondir positivement à l'issue de cette période de crise en identifiant de nouvelles perspectives. Je crois que le manifeste qui a été rédigé par MC2 en est une illustration. L'idée, c'est d'essayer de tirer profit de cette période, même si elle est douloureuse pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup d'individus, mais pour essayer de voir les choses un peu différemment. Et l'innovation fait partie effectivement des sujets à probablement regarder différemment au cours des mois à venir. Le financement est évidemment peut constituer un frein et on peut se dire que l'innovation est peut-être pas l'élément prioritaire, mais du moment puisque la priorité est plutôt d'essayer de relancer l'activité traditionnelle de l'entreprise, mais il faut probablement dépasser cet a priori pour essayer de se projeter un peu plus loin, ce qu'on n'a pas naturellement envie de faire, mais à partir du moment où les projets sont vertueux et ils permettent à l'entreprise de se redéployer, de se redévelopper et qu'ils génèrent, en tout cas on l'espère, une rentabilité à terme et des flux de trésorerie, eh bien, c'est quand même des éléments qui sont de nature à encourager les partenaires financiers, qu'ils soient des banquiers traditionnels ou même, c'est peut-être un sujet dont on parlera tout à l'heure, d'autres investisseurs. Il n'y a pas de contradiction entre l'innovation et l'ouverture du capital, puisqu'évidemment, dès lors que l'entreprise est en mesure de présenter des projets d'innovation attractifs, c'est une raison de plus de séduire de nouveaux investisseurs, y compris au capital. Je ne sais pas si Bertrand, tu veux compléter mon propos? Oui, non, c'est très clair et je partage tous ces éléments. Moi, alors, avec une vingtaine d'années d'expérience dans les situations de crise et restructuration d'entreprise, je soulignais tout à l'heure le sujet de la gouvernance, qui est on va dire un point important, parce qu'on se retrouve souvent dans des situations de difficultés avérées, largement avérées, quand on a des dirigeants qui sont à la fois dans une situation compliquée et qui ont plutôt eu tendance à se renfermer sur leur entreprise plutôt que d'aller chercher des avis extérieurs, soit par des conseils, soit par des ouvertures de conseils de surveillance ou de conseils divers et variés. Je pense que ça, c'est un point important dans les mois qui viennent. C'est surtout éviter que les dirigeants d'entreprise qui doivent faire face quand même à cette crise majeure d'arrêt d'activité, de redémarrage, de perturbation complète de leur marché ou de la nécessité, voire de repenser complètement leur modèle économique, de la vraie nécessité voilà, de s'ouvrir plutôt vers l'extérieur plutôt que l'inverse. Donc ça, c'est un premier sujet, donc s'ouvrir vers les autres.
Et le deuxième point, c'est d'avoir une vraie réflexion au regard de ce qui s'est passé ces derniers mois sur la stratégie à moyen long terme, à la fois d'un point de vue opérationnel sur ce que je veux faire de mon entreprise compte tenu des nouveaux paramètres, qu'est-ce que je dois faire pour survivre au-delà des quelques mois qui viennent, de façon à y voir le plus clair possible et d'identifier les besoins d'investissement qui vont être générés par ce repositionnement, de façon à ce que tout ça rentre dans le plan de financement de l'entreprise. Et indirectement, on va avoir le sujet des dispositifs d'accompagnement fonds propres pour anticiper des phases soit de transmission, soit de renforcement de fonds propres. On a un certain nombre de dispositifs qui existent dans la région, à la fois avec tous les investisseurs financiers de la place qui peuvent intervenir. On a des dispositifs investisseurs régions qui peuvent intervenir. Et tout ça, c'est voilà, une réflexion globale qui doit se mettre en œuvre de façon à pouvoir reprojeter l'entreprise dans son nouvel environnement qui a été clairement chahuté au cours des derniers mois. On peut peut-être effectivement souligner, Bertrand, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, qu'il existe au niveau de la région Pays de Loire un fonds PLC, Pays de Loire Croissance, qui a été mis en place précisément pour aider les entreprises dans ces genres de circonstances et qui est toujours en vigueur actuellement. Et donc, il y a des espaces disponibles. J'ajouterais, pour faire le lien avec la gouvernance, c'est que on est avec des fonds régionaux de ce type, dans des fonds qui sont bienveillants, dont l'objectif n'est pas de faire de la rentabilité à tout prix, mais c'est bien d'aider les entreprises du territoire. Et donc, c'est toujours des participations qui sont minoritaires et qu'elles s'accompagnent précisément d'un accompagnement bienveillant et qui permet à un dirigeant d'être un peu moins isolé dans des périodes où il faut effectivement arbitrer des contradictions, hein, comme on le fait souvent quand on est chez les entreprises, mais qui sont encore plus voilà, rigoureuses aujourd'hui. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter via une APF ou directement les services de la région sur ces dispositifs qui peuvent être mis en place rapidement. Oui. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Laurent ou Eric. Alors, j'ai vu passer une première question, Alain Debar, KPMG, j'ai vu passer une première question concernant le report des échéances d'URSSAF, question posée par Benoît Tavernier de Wheeling, sur le fait que on pouvait peut-être espérer que les 3 mois de report d'échéance soient définitivement annulés. À ma connaissance, je n'ai rien lu de sérieux à l'instant où on parle sur le sujet. Je peux juste donner un avis personnel, c'est qu'effectivement, le dispositif mis en place par le gouvernement sont quand même extrêmement importants et coûteux à l'échelle de l'État. Je ne pense pas honnêtement qu'on puisse aller vers des dispositions qui aillent vers un abandon de ce type de cotisation quand on connaît par ailleurs la situation effectivement des comptes et de la branche sociale en France. On peut espérer peut-être que dans certains secteurs d'activité spécifiques et les plus sinistrés, il y ait des dispositions spéciales qui soient accordées, mais objectivement, je pense qu'il ne faut pas trop s'attendre à avoir un abandon, entre guillemets, de créances généralisées concernant ces dettes sociales, la situation des entreprises étant quand même très différente d'un secteur d'activité à l'autre. Oui, et je pense qu'on a cette même, ce même point d'interrogation sur le PGE, puisque les entreprises avaient capacité à tirer jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires. Donc, quand on reprojette ça dans le temps, sur un amortissement au maximum sur 5 ans après l'année de franchise, ça veut dire que les entreprises doivent surperformer de 5% par an pour être capables d'amortir ce PGE. Donc naturellement, le nombre d'entreprises qui ont pu tirer 25% est marginal, mais dans tous les cas, ça va nécessiter un effort sur les années qui viennent, alors que l'environnement général va quand même être compliqué en termes de croissance d'activité.
Donc, je pense que ce dispositif-là, on a aussi bien une possibilité de conversion qui, à mon avis, est extrêmement limitée, hormis sur les quelques entreprises françaises, grandes entreprises françaises type Air France, où peut y avoir ce genre de conversion. Les abandons, je pense que c'est aujourd'hui inenvisageable pour différentes raisons. Il y a déjà eu pas mal de points d'interrogation. Là où on attend, en tout cas, des évolutions, c'est sur ce dispositif PGE, que ce soit dans sa durée de maturité, que ce soit dans des outils un peu hybrides pour basculer entre de dette à obligations convertibles ou ce genre de choses, puisqu'on sait d'ores et déjà qu'on a un vrai sujet de risque de mur de dette sur les années qui viennent, et qui mérite en tout cas la réflexion au plus haut de l'État pour avoir les bons outils pour traiter ces montants, ces 100 milliards de PGE octroyés à aujourd'hui. Alors, une autre question qui s'adresse plutôt à BPI, alors qui vient d'un membre de mon équipe. La question porte sur la possibilité d'avoir une place plus importante pour les subventions dans le soutien à l'innovation versus l'avance remboursable qui avait pris une place de plus en plus importante donc dans le soutien financier des entreprises lorsqu'elles déposent des projets de recherche et des projets d'innovation. Alors, j'espère que vous apprécierez au moins la franchise de ma réponse. Je pense que c'est non, clairement. En termes de plus, une place plus importante pour les subventions, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup plus. Pour pas vous cacher, quand bien même l'État investit des milliards dans le plan de relance, on voit bien qu'on n'est tout de même pas dans un puissant fonds. Il y a des outils de subvention gérés par l'État, gérés par BPI France, gérés par les régions, qui sont existants, qui adressent des projets, comme je le disais tout à l'heure, soit très risqués au sens de l'innovation, sur des innovations de rupture, soit sur une typologie d'entreprises les plus fragiles. Je pense notamment à la création d'entreprises. Pour le reste, je pense qu'on va être plutôt sur des dispositifs d'avance remboursable, voire de prêt. L'objectif étant toujours de trouver le maximum d'incitativité par rapport aux risques, alors qu'il s'agisse de risques techniques, technologiques ou de risques financiers pris par l'entreprise dans le développement de son projet. Donc, très sincèrement, je ne vois pas une ouverture majeure sur des volants de subventions. On a lancé, l'État a lancé des appels à manifestation d'intérêt sur l'automobile, sur l'aéronautique, qui sont d'une part des secteurs extrêmement touchés par la crise, et d'autre part, comme ça a été précisé tout à l'heure, des secteurs qui sont dans une situation de transition digitale, numérique, environnementale, etc., majeure. Et on est en train de construire, ou l'État est en train de construire les réponses financières à tout ça. Probablement qu'il y aura quelques enveloppes de subventions, mais je ne crois pas, sincèrement, qu'elles deviennent plus importantes que ce qu'on a connu. Peut-être que la question, telle que je la comprends, mais vous répondez parfaitement bien, et moi il me semble, mais c'est sur un même projet, c'est la part sur un projet de subvention à dépenses remboursables, mais pas le volume global de subventions. Ah, ok. Ouais, je suis pas convaincu non plus, pour les mêmes raisons, parce que finalement, on va pas se mentir, on a une question d'enveloppe tout en haut, donc et je pense qu'elle n'est pas extensible. Voilà. Une question, si vous voulez, peut-être pour Bertrand et Alain. Vous avez les uns et les autres parlé d'un mur de dette et en complément de ce mur de dette, d'un besoin de renforcer les fonds propres. On sait que les deux sont intimement liés et que l'équilibre entre les deux est absolument vital. Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire, s'il vous plaît, sur les moyens qui permettent à un dirigeant d'entreprise d'envisager une ouverture de son capital sans perte de contrôle? Si on doit renforcer les fonds propres, comment est-ce qu'on peut le faire sans perdre le contrôle et se diluer, comme on le dit techniquement, en termes de prise de décision? Merci à tous les deux. Alors, sur le sujet, c'est effectivement un vrai challenge en ce moment, puisque
On a quelques sujets sur lesquels on travaille, où effectivement on est en recherche de fonds propres, alors qu'en parallèle on est en train de solliciter des montants de PGE. On a eu, il y a eu un cas dans la région lyonnaise d'une entreprise qui a délibérément choisi de passer par une procédure de sauvegarde, donc quand même assez proche du redressement judiciaire, puisqu'on gèle l'intégralité des dettes, plutôt que d'avoir recours à un PGE qui viendrait augmenter très significativement son endettement et obérer potentiellement ses opportunités de développement. Donc là, c'est un cas et une issue, c'est ces arbitrages entre la dette et un gel un peu des passifs actuels. Je pense que dans la valorisation, on va avoir un vrai sujet de valorisation des entreprises. Alors, on va dire retraiter la performance d'une entreprise 2020 parce qu'on a eu le Covid avec un business model qui est fort, qui est solide et qui est capable de se retourner assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à aller défendre des valorisations, même si, en tout cas, la dette aujourd'hui telle qu'elle est va quand même impacter la valeur des titres sur les opérations. En revanche, là où il y a ce vrai besoin de réflexion stratégique, c'est si l'entreprise est pénalisée lourdement dans la durée, où on a une vraie perte de valeur. Là, clairement, il y a un vrai enjeu. Alors de cession, d'adossement, peut-être de rapprochement, pour essayer de faire converger des projets d'entreprise qui n'étaient pas nécessairement d'actualité avant cette crise. Pour compléter le propos de Bertrand, on peut aussi évoquer, pour revenir à la question qui a été évoquée par Eric, si je la résume, comment on peut accepter d'ouvrir son capital sans trop perdre le contrôle et sans être dilué? Bon, c'est évidemment l'éternel dilemme que les start-upers, entre guillemets, connaissent bien puisqu'ils sont très, très confrontés dès lors que leurs projets sont généralement très exigeants en termes de cash et qu'ils n'ont pas les moyens de les financer seuls. On peut tout à fait réévoquer les outils juridiques qui sont généralement mis en place dans ce type de situation, hein, ce qu'on appelle les actions de préférence au sens large, qui visent à octroyer soit des droits immédiats, soit des options qui permettent effectivement aux dirigeants, aux porteurs de projets même s'ils acceptent temporairement, entre guillemets, d'être dilués, eh bien, de reconstituer une part de leur pourcentage et de leur contrôle à moyen terme. Et on peut imaginer que certains de ces outils, que ce soit des options ou des bons de souscription d'actions, par exemple, qui soient conditionnés par des objectifs de redressement de l'entreprise ou le développement de certains projets d'innovation, ce qui boucle assez bien avec ce qu'on a pu évoquer par le passé. Donc les outils techniques, ils existent. Après, et je ne vous cache pas qu'il y a naturellement une négociation à, à mener pour traiter ces sujets-là. Et puis, bien sûr, ça n'est envisageable qu'à partir du moment où l'entreprise est en mesure de présenter des projets qui soient innovants ou des projets de développement qui soient de nature à intéresser les investisseurs prêts à prendre, prêts à accepter ce type d'action. Alors, une autre question sur les sujets d'innovation. Donc, qui dit innovation dit équipe de R&D. Donc, dans cette période difficile, les dirigeants peuvent être amenés à envisager la réduction de ces équipes non directement productives, mais avec la certitude d'hypothéquer l'avenir. Alors, la question porte sur le préfinancement à 100% du CIR ou d'autres solutions de financement, hormis les fonds propres. Donc, par exemple, l'augmentation de l'assiette, par exemple, du CIR ou ce genre de dispositif. Donc, qui a une réponse sur ces éléments-là? Sur le préfinancement du CIR, je sais qu'on y travaille au niveau de Bercy et de BPI France. C'est des sujets qui sont sur la table.
un point important que j'ai constaté, je ne sais pas si c'est partagé par les autres intervenants, dans cette période de crise-là, ça a vraiment mis en exergue l'intervention des banquiers sur les entreprises innovantes, qui était un sujet qui était toujours complexe, on va dire, et je les ai trouvés très, très faiseurs. Alors certes, en partie grâce au PGE garanti à 90%, mais globalement, j'ai trouvé une appétence un peu plus forte que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et je trouve que c'est plutôt intéressant pour l'avenir. Alors, je ne présage pas des bilans 2020 qui risquent d'être évidemment dégradés, mais je trouve qu'il y a quand même un état d'esprit qui a évolué positivement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres… Moi, j'avais une question, peut-être Philippe, tu évoquais tout à l'heure les accompagnements mis en place par la région avec un certain nombre d'acteurs du monde de la finance. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur les fonds d'investissement qui peuvent en effet être aussi à la charnière entre le capital bienveillant dont tu parlais et le renforcement des fonds propres, s'il te plaît? Oui, alors le sujet est vaste peut-être pour être traité maintenant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe effectivement des dispositifs au niveau de la région. Il y a aussi un certain nombre d'organisations privées, des fonds qui peuvent intervenir. Je pense que tous les fonds n'ont pas les mêmes caractéristiques et il ne faut pas mettre, je dirais, tout le monde dans le même panier. Il y a des fonds qui sont comment dirais-je, avec une vision long terme, qui attachent pas mal d'importance à l'accompagnement et à la gouvernance, donc qui peuvent être, au-delà de la solution financière, des portes de réflexion. Faut, je pense, prendre le temps de réflexion, de bien définir son projet, surtout si dans un monde qu'on reconstruit, on imagine des développements ou des retournements de l'entreprise. Il faut préparer sa réflexion stratégique et puis sélectionner éventuellement des solutions en fonds propres de ce type. Je pense que ça fera l'objet, comme ça avait été évoqué en début de réunion, ça fera l'objet probablement d'une autre séquence numéro 3 de ces petits déjeuners, web café par contre, NAPF EMC2, avec la bénédiction de Laurent, parce que je pense que c'est un sujet en soi et qui n'est pas seulement un sujet financier. Mais dans l'urgence, parce que s'il y a des entreprises qui ont déjà avancé sur leur réflexion, effectivement, les outils de la région qui sont vraiment là pour aider nos entreprises régionales. Je pense que cet aspect de gouvernance est vraiment quelque chose de très important et qu'il ne faut pas le découpler ou en tout cas séparer la réflexion financière de la réflexion stratégique, de s'entourer. Voilà, je ne sais pas si on a fait le tour des questions. Je pose moi la question à nos organisateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? On arrive au terme de notre web café. Pas de nouvelles questions. Pas de nouvelles questions là sur le chat. Donc effectivement, on arrive au terme de l'échange. Voilà, je vous propose de conclure, peut-être en essayant de synthétiser ce qui a pu être dit au cours de cette heure. Je pense que le cash est vraiment le souci de préoccupation immédiat. Je pense qu'un dirigeant, même si pour lui les problèmes financiers ne sont pas toujours quelque chose de facile à appréhender, je pense qu'il faut qu'il s'approprie ces sujets-là avec ses collaborateurs ou avec ses conseils, son expert comptable, son commissaire aux comptes ou ses banquiers. Je pense qu'il faut le faire avec le plus de simplicité et de franchise possible. Moi, j'entends des entreprises qui me disent la sécurité sociale, on avait des problèmes, mais on est allé leur expliquer clairement la situation et on a trouvé des solutions, pour rebondir sur une des remarques qui avait été faite. Donc, le cash à court terme, la gouvernance, et puis effectivement une réflexion un petit peu plus long terme, mais qui, compte tenu des circonstances, risque d'arriver vite. Et donc, on refera une autre séquence sur les fonds propres.
Voilà. Et l'anticipation, Philippe. Voilà, et l'anticipation, bien évidemment, ça va de soi pour essayer de résumer au mieux tout ce qui a pu être dit. J'espère que cet échange vous aidera les uns et les autres à la réflexion. Je vous remercie d'y avoir participé et puis je remercie surtout nos intervenants du temps qu'ils nous ont pu consacrer à ce web café. Et bien sûr, merci à EMC2 pour ces opérations communes. Merci à NAPF de la même manière. Merci à tous. Merci Philippe, merci Eric. Merci à tous nos intervenants. Bonne fin de Merci à journée. tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.